Les mystères de l'initiation. Initiation. Replay, ça s'est passé sur Radio Arcadie. Eh bien, bonjour mes très chers amis arcadiens et arcadiennes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission spéciale avec Henri Chemin. Coucou Henri. Bonjour à tous, bonjour à toi. Tu vas bien ? Ça va bien, l'été est passé, je suis content de revenir et de recommencer. Ah bah moi aussi c'est pareil, je suis super contente, surtout qu'aujourd'hui tu nous as réservé vraiment une super thématique. Il va y avoir des potions, des onguents, on va en apprendre un petit peu plus sur la mandragore, donc ça va être magnifique. Tout à fait, ça va être très intéressant. Alors justement, la première partie de cette émission, tu vas expliquer, tu vas un peu nous dire où se situe l'art des potions, voilà, avec tes propres mots et ton parcours et ton expérience. Donc on t'écoute. Alors on entend souvent parler des potions magiques, on entend beaucoup parler d'elles surtout dans les contes, dans un monde un petit peu fantasy, etc. Et dans le monde plus sérieux de l'occultisme, de l'ésotérisme, un peu moins. Bien que peut-être, depuis ces quelques dernières années, il y a un grand nombre de livres qui fleurissent de toutes parts au sujet des potions magiques. Et donc, voilà, il y a un engouement qui commence à se réveiller par rapport à cette notion qui avait été un peu oubliée depuis le Moyen-Âge. Et aujourd'hui, on va avoir l'occasion d'en parler. Des potions magiques, des filtres magiques, des plantes, de la mandragore, et de tout cet univers un petit peu particulier qui est un petit peu moins connu que, par exemple, les éléments comme la talismanie ou la kabbale dont on parle perpétuellement. L'art des potions, elle a cette petite spécificité d'être une des rares techniques ou pratiques magiques qui est vraiment essentiellement associée à ce qu'on appelle la sorcellerie. Je vais m'expliquer après, pour ceux qui pourraient encore avoir peur du mot sorcellerie. Mais la plupart des usages de la magie d'aujourd'hui, qu'on utilise et dont on parle dans les livres, sur Internet, dans les émissions, etc., sont souvent issus de la magie, de la haute magie ou d'autres sortes de magie, mais rarement de la sorcellerie. Et les potions magiques, là, on est vraiment dans quelque chose qui vient purement et simplement de la sorcellerie. Et donc, c'est pour ça que je voulais prendre une petite minute pour vous parler un petit peu des différentes sortes de magie pour introduire l'art des potions, puisque on a peut-être un petit problème que j'écoutais d'ailleurs une émission sur Radio Arcadie que un chroniqueur, je ne sais plus son nom, parlait et qui était très intéressant, c'est que on a un problème peut-être de langage en France, qui moi je croyais était universel et qui en fait est un problème de langage juste en France et que dans la langue anglophone c'est beaucoup plus clair. Et donc on a tendance à considérer que la sorcellerie c'est quelque chose de foncièrement négatif et on a tendance à mélanger un petit peu les différentes formes de magie. Donc nous, dans l'école de Mystère International, on travaille avec une nomenclature de 4 formes de magie: la sorcellerie, la magie, la haute magie et la théurgie. Je crois qu'on avait eu l'occasion d'en parler dans une émission précédente. Tout à fait. Et donc, la sorcellerie, ça va être tout simplement la magie naturelle, donc l'usage des forces de la nature, des forces horizontales. Et donc, bien sûr, typiquement, l'art des potions est directement associé à la sorcellerie et très peu aux 3 autres. Tandis que la magie, elle, va se servir plus de la force des esprits, des entités. Donc le mage va utiliser une entité pour arriver à son effet. Ensuite, il y a la haute magie qui, elle, va travailler à travers un processus initiatique où nous-mêmes, on va se développer intérieurement. On va faire des processus initiatiques, des processus d'éveil, des processus de retraite ou de méditation qui vont nous permettre de développer certains dons et certaines capacités magiques. Et en dernier, il y a la théurgie qui, elle, est la magie divine et qui donc va carrément chercher à aller capter les énergies célestes les plus pures, comme par exemple ce que l'on associe aujourd'hui à la magie kabbalistique. On pourrait considérer que c'est de la magie
théurgiques. Donc on va appeler des grandes entités très complexes et qui, elles, sont plus de nature divine. Et donc la sorcellerie, elle est un petit peu boudée, peut-être pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle est complexe. Quand on va avoir affaire à de la magie, de la haute magie ou de la théurgie, la plupart du temps, on va faire des invocations, des incantations, des rituels, il y a des bougies, des choses comme ça, et ça suffit. Et finalement, c'est un petit peu notre sincérité qui va aller devant. D'ailleurs, souvent dans l'émission Les mystères de l'initiation, je vous dis, bon, si la bougie, elle est jaune orangée plutôt que d'être jaune poussin, c'est pas une catastrophe. Ça, c'est une vérité pour la magie, la haute magie, la théurgie, pas pour la sorcellerie. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est un peu boudée aujourd'hui, cette forme de magie, c'est que la sorcellerie, c'est une véritable science extrêmement complexe où les éléments matériels, donc c'est-à-dire par exemple typiquement cette couleur de bougie, sont fondamentalement importants. Et elle va être très efficace, peut-être même plus puissante que les autres formes de magie. Et la grande différence, c'est que l'on ait une grande expérience magique, que l'on ait un éveil avancé, que l'on ait reçu des initiations ou pas, on aura exactement les mêmes effets si on applique bien de A à Z la recette. Et donc, c'est pour ça que la sorcellerie est très intéressante, parce qu'on peut avoir des effets très puissants dès le début de notre usage. Le petit problème, c'est que c'est plus compliqué à mettre en place. Typiquement, dans la sorcellerie et l'usage des potions magiques, on a une référence qui, peut-être, je pense que toutes les personnes qui s'intéressent un peu à l'ésotérisme sont tombées un jour ou un autre sur un grimoire moyenâgeux, quel qu'il soit, que ce soit le petit Albert ou d'autres, et qu'il a été frappé de la complexité et de l'abomination des rituels qui sont demandés, comme par exemple égorger un chat au croisement de chemin. Ou les pigeons, les lapins. Voilà, boire du sang de crapaud, enfin voilà. Ouais. Mais on est dans des éléments très particuliers qui, bien sûr, nous, enfin, sauf exception, hein, on n'apprécie pas trop faire. Mais rassurez-vous, on peut pratiquer la sorcellerie et l'usage des potions sans arriver dans des extrêmes comme ça. Mais c'est pour vous montrer qu'on utilise vraiment l'énergie la plus basique, c'est l'énergie de la terre, c'est l'énergie des éléments, c'est l'énergie naturelle. Et donc, finalement, cette même magie que l'on appelle naturelle, qu'on associe à la sorcellerie, eh ben, c'est cette magie qui est pratiquée dans tous les peuples, avec le chamanisme par exemple. On va utiliser les forces de la nature avant tout. On va pas aller appeler des anges célestes qui sont dans une séphira différente de la nôtre, etc., etc. On va aller chercher les énergies, l'énergie de l'aigle, l'énergie d'un arbre, l'énergie du vent, l'énergie d'une rivière. Et donc ça va être exactement la même chose, et ça mène parfois à aller dans des éléments extrêmement complexes, et où, au Moyen-Âge, peut-être ça ne choquait pas autant qu'aujourd'hui, que d'aller égorger une poule, un pigeon, ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, c'est pas notre pratique, et il y a tout à fait moyen de pratiquer sans avoir à faire des choses comme ça. Alors j'ai une question, Henri. Alors, je pense que c'est peut-être aussi une question qui turlupine beaucoup de néophytes. En fait, dans beaucoup de grimoires, on lit en fait des noms bizarres. Et en fait, moi, après des recherches, et puis beaucoup d'Arcadiens le savent, hein, aussi sur Arcadie, en fait, beaucoup de ces noms que l'on voit dans ces grimoires pour la fabrication des potions, en fin de compte, sont les noms un petit peu atypiques que l'on donne à certaines plantes. Tout à fait, tout à fait. Par exemple, on va parfois parler de l'usage, par exemple, d'un crapaud, voilà. Ouais. Et le crapaud va être en fait un nom qui allait être donné à une plante. Et donc, on s'imaginait qu'il fallait vraiment mettre un crapaud, alors qu'en fait, il s'agissait de la plante. Ou le sang de dragon aussi, on entend beaucoup, enfin, on lit beaucoup le sang de dragon, on pense qu'il y a vraiment du sang de dragon dans une potion, alors qu'en fait, c'est le nom qu'on donne à une plante, quoi. Complètement, complètement. Il y a un langage qui est un peu incompréhensible et difficile à utiliser. Encore, il y a beaucoup d'aujourd'hui d'éléments qui ont été totalement traduits. On sait qu'est-ce que c'est, à quoi on fait référence, mais il reste encore aujourd'hui des choses qui paraissent complètement incompréhensibles. Et c'est justement la particularité de la sorcellerie, c'est que la sorcellerie, à la différence de la magie, de la haute magie ou de la théurgie, on aura beaucoup de difficultés à l'apprendre dans un livre. On aura beaucoup de difficultés à l'apprendre dans un livre, sur Internet ou je ne sais quoi. Il faut vraiment une transmission à un moment donné pour réussir à comprendre le fond de la recette. Et mais ça a un intérêt particulier, c'est que finalement la sorcellerie a maintenu
son image de secret véritable sur beaucoup de recettes de potions ou de formules magiques, par exemple. Et on a gardé un secret vraiment primaire, ça veut dire que ça n'était tout simplement pas révélé. Alors que dans d'autres formes de magie, eh ben, on n'allait pas utiliser finalement le secret en ne le disant vraiment pas, puisqu'on trouve en vérité tous les rituels, toutes les invocations, etc. des autres formes de magie, mais on allait parfois truquer les invocations ou alors les cacher derrière un système initiatique, etc. Or, la sorcellerie, le secret demeure encore aujourd'hui. Et il y a seulement quelques bribes qui sont sorties. Et donc, du coup, par rapport à l'art des potions, typiquement, étant donné qu'on n'a pas pu récupérer l'entièreté de la compréhension de la constitution des potions magiques, ben, il nous reste nous-mêmes à comprendre les fondements de l'art des potions pour réussir à nous-mêmes créer nos propres potions. Et moi, dans cette émission, on va essayer de vous en parler, des fondements même des potions magiques, et on va aussi essayer de vous transmettre une formule de potion magique que vous allez pouvoir utiliser, ainsi que d'autres éléments. Mais c'est merveilleux. Mais c'est merveilleux, et oui, on a un bon programme aujourd'hui. Et oui. Alors j'ai hâte de découvrir la suite, hein, franchement. Et peut-être préciser un petit élément avant la publicité, c'est les potions magiques. On pourrait avoir tendance parfois à se dire qu'il y a vraiment, c'est très proche de l'herboristerie, voilà, tout simplement. Donc le pouvoir naturel des plantes qui peut-être pouvait paraître mystique à l'époque et qui ne l'est plus aujourd'hui, mais il y a quand même quelque chose de beaucoup plus important en dehors de l'usage des vertus et des propriétés médicinales de la plante. Il y a l'esprit de la plante, et c'est ce sur quoi on va beaucoup parler aujourd'hui, c'est comment capter, rentrer en contact avec l'esprit de la plante et laisser cette plante agir avec notre propre esprit. Et ça va être ça un petit peu notre chemin aujourd'hui. Mais écoute, on se dit à tout de suite, hein, Henri. À tout de suite. Un univers secret et plein de magie. Bienvenue en Arcadie. Vous pouvez écouter nos anciennes émissions en replay sur l'application de Radio Arcadie. Le son magique d'Arcadie. Replay, ça s'est passé sur Radio Arcadie. Eh bien, on se retrouve, mes très chers amis, pour la deuxième partie donc de l'émission Les mystères de l'initiation. Et en fait, là, tu vas nous parler de tout ce qui est en lien avec le cœur des potions magiques. Hein. C'est bien ça, tu vas faire une sorte de continuité à la première partie. Complètement. On s'était arrêté tout à l'heure sur le fait que l'art des potions se basait principalement sur le fait de prendre contact avec l'esprit de la plante. Et pour ce faire, il faut déjà comprendre finalement qu'est-ce qu'une plante. La plante, bien sûr, je pense qu'on est à peu près tous d'accord, surtout si on écoute cette émission, que la plante a une vie, une âme, etc. Et cette plante est divisée au minimum en 3 parties, voire en 4 parties. Et finalement, on a un petit schéma énergétique de comment le corps d'une plante fonctionne. On a sur toutes les plantes des racines, des feuilles et une fleur. Et pour certains, on a un fruit aussi. Donc on a 3 ou 4 parties. Plus on va être dans l'élément élevé en dehors de la terre, comme la fleur, plus on va être haut et plus on va être dans la racine qui est souterraine et qui ne voit jamais le jour, plus on va être proche du corps. Donc finalement, on pourrait faire l'association assez simple entre une fleur et un être humain, de la fleur représenterait l'esprit, donc l'élément qui est complètement dans le divin et qui représente l'élément fondamental de cette fleur, peut-être même commun dans le règne végétal entre les différentes fleurs d'une même race. La feuille qui serait la représentation finalement de l'âme, et donc du coup la feuille et la tige qui sont la représentation du lien entre l'esprit et la racine elle-même qui reste et demeure pour toujours sous terre, ou presque sauf exception, comme par exemple la mandragore où les racines vont sortir de terre.
Et la racine va donc être, elle, le corps physique, donc l'endroit où il y a toute l'énergie vitale brutale de la plante. Et selon quelle partie on va utiliser de la plante, selon quel effet on va pouvoir avoir. Et finalement, je vais vous parler un petit peu de mes propres expériences en potions magiques, où j'ai travaillé ça surtout il y a quelques années, il y a 5 ans à peu près, où les potions magiques, finalement, plus on avance dedans, comment je vais vous proposer de travailler avec les potions et les plantes, plus on se rend compte que finalement, c'est déjà tellement intéressant et on peut faire déjà tellement de choses juste en considérant cette prise de contact avec l'entité plante que finalement, quelle plante c'est n'est plus si intéressant que ça. Alors, ça peut paraître un peu surprenant, mais finalement, au bout d'un moment, dans la magie des plantes, le fait que ce soit un calendula ou une fleur de souci ou une autre plante, et bien, finalement, ça va être important, bien entendu, mais peut-être pour des choses plus pointues. Dans un premier temps, le simple fait de faire une certaine pratique, cette pratique magique, avec n'importe quelle plante, finalement, et de prendre contact totalement avec elle, on va pouvoir avoir des effets déjà qui sont extrêmement importants. On pourrait faire le parallèle avec une entité. Alors, le fait de lui parler régulièrement, de s'en occuper, d'en prendre soin, ça contribue grandement justement à faire développer voilà, cette partie où on a ce lien avec la plante. Alors complètement, si on a l'occasion, mais ce qui me paraît un peu compliqué quand même, de cultiver nous-mêmes nos plantes médicinales avant de les utiliser, alors là ça va être fantastique, on va même pouvoir pendant la culture les préparer. Mais peut suffire juste le fait de prendre contact, je vais vous expliquer comment par la suite, avec la plante, même morte déjà, même déjà coupée. Après, bien sûr, l'idéal, ce serait de la cultiver, de la couper soi-même, de la laisser sécher, de l'utiliser soi-même. Bon. Mais c'est pas à la portée de tous aujourd'hui avec les conditions urbaines. Mais donc, cette prise de contact, elle peut se faire même avec la plante morte. Son esprit est toujours là. D'accord. Et encore plus son égrégore. Ah, ça, tu vois, je savais pas par contre. Tu m'apprends quelque chose. Tout à fait. Mais après, bon, c'est sûr que c'est l'idéal, hein, ce que tu proposes. Mais c'est compliqué. Oui, parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir un jardin. C'est ça. Qui peut avoir un jardin et qui a la main verte. Hein, parce que oui. Même quand on a la possibilité de faire pousser, on n'y arrive pas forcément. Oui, d'où la mandragore qui est très difficile à faire pousser. Hein. C'est hallucinant. Complètement. Donc, du coup, cette prise de contact avec la plante, elle va nous permettre d'avoir une action particulière. Et peut-être... non, je vais vous réserver ça pour la suite, je vous dirai après ça. Comment faire pour prendre contact avec les plantes, mais en tout cas, ces 3 parties de la plante vont nous permettre de faire une synergie. Peut-être vous avez déjà entendu, vous qui nous écoutez, parler de la spagyrie, qui est particulièrement intéressante, puisqu'on va finalement, dans certaines formes de spagyrie, chercher à créer des synergies entre la fleur, la feuille, la racine et le fruit, quand il y en a, en récoltant chacune des parties de la plante à des moments particuliers où l'énergie est dans cette partie de la plante. Donc ça va créer des médicaments simples, où par exemple on va juste faire une potion à base de calendula, on va récolter la fleur à un moment donné où l'énergie est dans la fleur, la feuille à un moment donné où l'énergie est de la feuille, etc. et la racine, on va mélanger le tout avec juste une seule plante, et finalement on va avoir un effet très fort. Alors que finalement, en herboristerie, si on avait juste utilisé la fleur, la feuille et la racine de souci, eh ben on aurait un effet extrêmement basique. En spagyrie, finalement, quand on considère vraiment les 3 parties, on va avoir un effet extrêmement puissant. Et toute cette prise de contact avec la plante va nous permettre au fur et à mesure de créer une relation avec elle. Et c'est ça qui est peut-être le plus passionnant dans l'art des potions, c'est que plus on va pratiquer l'art des potions, plus on va tisser un lien particulier avec ces plantes, et peut-être qu'à un moment, on va avoir une relation tout à fait particulière avec telle plante. Et parfois, vous allez avoir une plante qui est par exemple antioxydante, par exemple, qui donc, je sais pas, je vais vous donner un autre exemple plus clair qui va favoriser l'allaitement. Allez, par exemple, quelque chose comme ça, donc qui n'a aucun autre effet médicinal reconnu. Et cette plante-là, vous allez tisser une telle relation avec elle qu'elle va vous servir à vous guérir des rhumatismes, qu'elle va vous servir à vous mettre dans un état de transe, qu'elle va servir à développer votre puissance magique ou votre clairvoyance, etc. Alors que médicinalement, elle n'a pas de rapport. Mais c'est parce que vous avez tissé un lien avec elle.
Et donc, maintenant, l'enjeu, c'est de réussir à tisser ce lien avec la plante. Et pour ce faire, il faut déjà la laisser s'ouvrir. Même si la fleur, par exemple, est associée à l'esprit, donc à l'élément le plus fin, il reste que on est dans le monde physique, matériel, voilà, et que cette fleur, elle a quand même un corps physique et qu'on n'a pas accès à son âme, à son esprit comme ça. Et donc, tout l'enjeu, en fait, de ces 3 parties de la plante, c'est d'ouvrir l'essence, l'énergie de cette plante. Et donc, par exemple, pour la fleur, on va utiliser une façon de l'ouvrir différente que pour la feuille, que pour la racine. Et également un temps différent. Le temps d'ouverture de cette énergie va être différent de la feuille et de la racine. Donc il y a une façon différente d'utiliser, d'ouvrir l'énergie de la plante selon la partie avec laquelle on est en contact. Et donc par exemple, je vais vous dire maintenant comment avoir accès à cette énergie de la plante. On va dans un premier temps toujours récolter notre plante. Alors si on a eu la capacité nous-mêmes d'aller la récolter dans la nature, c'est merveilleux, ou chez soi, dans son jardin. Mais autrement, on va simplement se munir de la fleur, de la feuille et de la racine d'une même plante. Vous pouvez faire l'essai avec une plante simple, comme par exemple qu'est-ce que vous allez trouver facilement? Vous allez trouver facilement la mélisse ou le calendula, où ça va être assez facile de trouver les 3 parties, parce qu'on ne trouve pas forcément la racine de toutes les plantes en herboristerie. Mais sur Internet, vous les trouvez assez facilement. Et donc, on va se munir de la fleur, de la feuille et de la racine, et on va leur faire subir un traitement différent. La toute première chose, dans tous les cas, avec une potion magique, avec une plante, c'est qu'on va prendre contact avec cette plante. Et donc, du coup, on va venir prendre cette fleur, par exemple, et on va juste essayer, et ça peut paraître bizarre, hein, mais l'effet est vraiment impressionnant quand on essaie de le faire, d'aller recueillir ces fleurs dans nos mains, et de prendre 1 minute pour essayer de sentir ces fleurs dans nos mains. Et finalement, au fur et à mesure peut-être de votre expérience, ou peut-être tout de suite, j'ai déjà vu des élèves qui réagissaient très fort à l'art des potions, vous allez ressentir qu'il y a de la vie à l'intérieur de vos mains, et qu'il y a une personnalité, et qui peut-être est surprenante. Bien souvent, elles sont surprenantes parce que le règne végétal n'est pas très amical, pourrait-on dire. Pas qu'il soit méchant ou mauvais ou je ne sais quoi, hein, mais on sent vraiment, quand on va commencer à s'exercer à faire cet exercice, on va sentir une personnalité de la plante qui est rarement pétrie d'envie de nous aider. Voilà. Et donc finalement, il y a un certain respect aussi à avoir de cette plante, parce qu'on a quand même un corps, une âme et un esprit indépendants à l'intérieur de nos mains. On va essayer de créer une amitié pour qu'elle accepte de travailler avec nous. Et donc, cette fleur-là, comment on va exploiter son énergie? On va la macérer. Voilà, ça veut dire que on va la laisser dans de l'eau froide. On va poser les fleurs dans de l'eau froide sur un temps long. Voilà. Donc pour l'élément le plus subtil, on ne va pas mettre de chaleur en jeu. Et on va travailler sur la longueur, puisque c'est comme si l'énergie venait de très loin, si vous voulez. Pour la feuille, on va travailler en infusion, sur un temps moyen. Donc, c'est-à-dire que on va faire chauffer de l'eau à ébullition, on va laisser l'ébullition s'arrêter. Quand l'ébullition est arrêtée, on va verser cette eau sur les feuilles et on va la laisser un temps moyen. Et est-ce qu'il y a un lieu particulier, précis pour laisser le bol d'eau chaude ou le bol d'eau froide, je sais pas, peut-être dans la cuisine, dans un lieu isolé Disons qu'il faut essayer d'éviter qu'il y ait des parasites qui pénètrent la plante. D'accord. Donc, moi je dis, si vous avez la possibilité de le faire dans votre oratoire, si vous avez une salle de rituel, une salle de méditation, quelque chose comme ça, tant mieux. C'est encore mieux. Il ne faut pas qu'il y ait des champignons qui sont en train de cuire à côté. Oui, d'accord. Ou des choses comme ça, ou même, quand vous êtes en train de travailler une potion magique, c'est comme si vous faisiez un rituel. Donc il ne faut pas qu'il y ait la télé, la radio, je ne sais quoi. Et même, vous pouvez aller pousser les choses un peu plus loin en ajoutant une bougie et de l'encens. De l'oliban, par exemple, pour créer une ambiance. Puisque l'objectif, c'est vraiment de faire un rituel avec cette plante, comme si c'était un collaborateur qui allait accepter peut-être de vous délivrer son énergie, si vous la respectez. Okay. Et donc, quand vous allez arriver à la fin même juste d'une macération à temps long, je vous expliquerai les temps, avec la fleur d'une plante, vous allez pouvoir avoir des effets vraiment extraordinaires si la plante a accepté de travailler avec vous.
Vous avez tout intérêt à retravailler avec les mêmes plantes. Pas besoin d'aller chercher une plante qui vient d'Amazonie ou je ne sais quoi. Si vous avez une plante que vous repérez, que vous connaissez très bien, que vous avez pu vérifier qu'elle est comestible, qu'il n'y a pas de problème, non, autour de vous, travaillez avec la plante qui est autour de vous. D'autant plus que si elle pousse sur la terre où vous vivez, elle a un lien avec vous. Donc c'est pas la peine d'aller chercher des plantes extraordinaires qui viennent de l'autre bout du monde. Et voilà. Et donc en dernier lieu, il y a la racine où on va travailler une décoction à temps court. Donc la décoction, c'est-à-dire qu'on va placer les racines dans une casserole avec de l'eau et on va faire monter à ébullition en partant d'une eau à froid. On va faire monter en ébullition et puis on va faire cette ébullition pendant environ 10 minutes. Pour même un peu moins, on peut aller sur 5 minutes. Pour la décoction, on peut aller sur 15 minutes pour l'infusion, et on peut aller jusqu'à 1 heure pour la macération. Ou plus, hein. Mais bon, on va dire que c'est un minimum, si on veut pas trop attendre. Écoute, on va devoir se laisser parce qu'il faut qu'on fasse passer la pause publicité, puis on se retrouve pour la troisième partie, Henri. À tout de suite. Replay, ça s'est passé sur Radio Arcadie. Les mystères de l'initiation. Initiation. On se retrouve pour la troisième partie donc de l'émission Les mystères, l'initiation. Et donc Henri, tu voulais juste finaliser par rapport à la partie 2 concernant les plantes et la macération. Alors oui, rapidement, donc pour finir sur les plantes, la plante et la macération. Donc l'étape numéro 1 à faire avec la plante, c'est de prendre contact avec elle, donc de la prendre entre les mains, que ce soit la fleur, la feuille ou la racine, pendant quelques minutes, 1-2 minutes suffisent, à 1 heure si vous avez envie d'aller plus loin avec une plante que vous connaissez bien. Et en deuxième étape, la fleur de faire une macération pendant 1 heure minimum, la feuille de faire une infusion pendant une quinzaine de minutes et la racine de faire une décoction pendant 5 minutes qui suffiront. Et donc, à partir de ces éléments-là, vous allez pouvoir commencer à constituer des potions magiques. Et c'est justement ce que l'on va voir dans cette troisième partie de l'émission. Donc, je vais vous transmettre une potion dont j'ai pu faire l'usage de nombreuses fois et que je n'ai pas encore, dont je n'ai pas encore parlé à l'école ou ailleurs. Ça va être une première. Donc c'est une exclue. C'est une exclusivité, voilà. C'est merveilleux. Merci Henri. Voilà, tout à fait. Et donc ça va être une potion qui va nous aider à guérir, mais il faut comprendre qu'il ne s'agit pas d'une guérison médicale, hein, bien entendu. L'objectif de cette potion, c'est de tisser, comme je vous disais avant, un véritable lien avec les 3 plantes que vous allez utiliser à l'intérieur et de parvenir à ce que cette potion puisse devenir une potion qui vous apporte une guérison, un réconfort énergétique, une paix intérieure pour quelque maladie que ce soit, ou quelque gêne que ce soit, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit physique ou qu'elle soit autre. Et donc, cette potion se base sur 3 plantes, comme je vous disais, une fleur de Calendula officinalis, donc du souci ou du calendula, une feuille de Melissa officinalis, donc de la mélisse, et une racine d'Astragalus membranaceus, donc de l'astragale, voilà, qui est particulièrement utilisée en médecine traditionnelle chinoise. Ces 3 plantes vont avoir une synergie particulière, c'est beaucoup trop long de vous expliquer pourquoi ces plantes-là. Si vous voulez vous-même créer des plantes, des potions, je vous conseille de partir d'une seule plante que vous appréciez, dont vous vérifiez qu'elle n'a pas trop de contre-indications par rapport à votre santé, et que vous travaillez la fleur, la feuille et la racine de cette plante-là. Le mélange de plantes, c'est déjà un peu plus compliqué, il faut voir qu'il n'y a pas des contre-indications. D'ailleurs, par rapport à la recette que je vous donne, c'est une recette traditionnelle que je vous transmets.
ça ne va pas remplacer un traitement médical et il faut prendre toutes les précautions nécessaires et les renseignements nécessaires pour vérifier si on n'a pas de contre-indication avec ces plantes-là. Donc déjà, tout ce qui est femmes enceintes, enfants et personnes qui ont des lourdes maladies, je vous déconseille de l'utiliser ou de vérifier ça avec un médecin ou un pharmacien. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on peut travailler directement sur la magie de ces plantes. Et donc, ces 3 plantes, on va les utiliser, comme je vous ai expliqué, en essayant de prendre contact avec cette plante et on va lui demander quelque chose de particulier. On va la mettre en lien avec nous. C'est pour ça qu'une potion magique est beaucoup plus efficace quand on sait pour qui elle est. Après, ça ne vous empêche pas de créer une grande quantité de potions et d'en donner à des amis ou je ne sais quoi, ou à votre famille si vous voulez. Mais c'est toujours plus efficace quand on peut, dès la prise en main de la partie de la plante, lui demander d'agir sur la maladie que l'on a ou le problème que l'on a, la difficulté qu'on rencontre. Il faut bien comprendre qu'on parle ici d'une guérison qui va même aller sur une guérison spirituelle. Je vous donne un exemple. Peut-être que certains d'entre vous sont dans un moment de vie où ils ne savent pas vers quoi ils doivent se diriger, que ce soit professionnellement, que ce soit intérieurement, que ce soit émotionnellement. La guérison, c'est quelque chose d'entier qui va nous apporter la paix. Et donc, du coup, on peut tout à fait travailler avec les plantes. Elles vont avoir quelque chose d'extrêmement particulier, c'est que le monde végétal est associé au monde émotionnel. Et donc, elles vont vraiment, quand on va commencer à tisser un lien avec elles, être des compagnons de vie qui vont nous aider, nous accompagner et nous conseiller. Et ce qui est très intéressant dans l'art des potions, vous le verrez quand vous essayerez si vous avez l'occasion, c'est qu'elles vont provoquer beaucoup de rêves. Des rêves prémonitoires, des rêves de conseils, etc. La plante peut même vous apparaître en rêve. C'est particulièrement connu, par exemple, pour la mandragore, dont on parlera après. Donc, pour faire cette potion magique, il vous faut réunir les 3 plantes, le calendula en fleurs, la mélisse en feuilles et l'astragale en racines, et lancer directement les trois parties en même temps. Moi, je vous conseille d'allumer une bougie vert clair avant de commencer à travailler et d'allumer de l'encens, véritablement, donc de l'oliban, avant de commencer à travailler. Après, un élément particulièrement important pour vous lancer, c'est que moi, je vous conseille vraiment, c'est quelque chose d'important, même si ça doit être un peu ennuyeux, de vous procurer une casserole, une cuillère, une passoire et tous ces éléments-là que vous n'utilisez pour rien d'autre que ça. Si vous faites votre soupe dedans, et encore pire si vous faites cuire de la viande dedans, avant ou après, c'est fâcheux. Donc mieux vaut utiliser une casserole qui ne sert qu'aux potions magiques. Après, vous pouvez utiliser la même pour tout. Ou même mieux un chaudron si vous en avez un. Non, ça sert à rien, c'est juste pour s'amuser le chaudron, je précise. Oui, parce qu'on risque de l'abîmer quand même sur le feu, le chaudron. Oui, complètement. La matière. Mais ça peut donner un petit style. Oui. Donc du coup, vous allez commencer par traiter les 3 plantes les trois parties et les 3 plantes de façon indépendante. Donc vous allez faire la macération, l'infusion et la décoction séparément. Je vous ai expliqué précédemment les temps pour chacune. Et après, en toute logique, finalement, on va commencer avec notre racine. Il faut avoir peu d'eau. Travaillez pas avec trop d'eau. On a tendance au début à utiliser beaucoup d'eau pour les 3 parties. Utilisez le moins possible d'eau, juste ce qu'il faut pour que les plantes soient touchées par l'eau, mais le moins possible parce que vous allez voir qu'après ça va compliquer l'utilisation. On va commencer par placer la décoction, donc de la racine, l'astragale en l'occurrence, dans un autre récipient propre, et on va aller verser cette eau d'astragale sur cette racine. On a donc le corps de l'esprit qu'on est en train d'essayer de constituer finalement à travers cette préparation magique. Et sur ce corps, on va aller chuchoter des éléments à ce corps. Et donc on va aller venir commencer à faire une incantation sur cette racine. Et donc on va aller chercher à décrire qu'est-ce que l'on veut demander à cette plante. On est sur la racine, donc on est sur le corps. On va lui demander d'agir sur le corps des hommes et des lieux, tout simplement. Et on va aller le répéter plusieurs fois. On va demander à l'astragale, en disant son nom latin, son vrai nom, Astragalus membranaceus, de venir agir sur le corps des hommes et des lieux. Ensuite, on va verser l'âme à l'intérieur du corps. Et donc, on va verser la Melissa officinalis qui est infusée.
On va aller la verser dans la décoction. Et on va venir chuchoter à nouveau dans ce contenant. On va aller demander, Melissa Officinalis, vient agir sur l'âme et les émotions des hommes et des lieux. Et en dernier, on va venir verser la macération de Calendula officinalis sur les deux autres plans, en demandant à ce que Calendula officinalis, que ton esprit descende en ce lieu et en cet instant. Voilà. Et donc on va avoir réuni les 3 plantes et on va avoir constitué finalement un petit esprit, au sens où je vous en avais parlé dans les émissions précédentes. Pas un esprit complexe, pas un esprit qui se retournera contre vous, quelque chose d'extrêmement simple, c'est juste un petit esprit. Et cet esprit-là, on va aller venir l'activer, comme on le fait en homéopathie, par exemple. Ça veut dire qu'on va aller le mettre, vous savez, dans ces fameuses bouteilles de potions magiques qu'on voit dans les films, avec un fond rond et puis une longue tige, ou quelque chose comme ça, ou une bouteille. Et on va aller venir fermer le bouchon de cette bouteille et on va aller taper le fond de la bouteille plusieurs fois pour activer la plante et pour le mélanger. C'est comme ça qu'on fait en homéopathie, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, on va casser un petit peu on va casser les particules d'eau pour que ça se mélange et que ça entre. On va aller le mélanger très fortement, au moins 12 fois. Et ce mélange-là, on va le laisser reposer. On va le laisser reposer longtemps, au moins 24 à 48 heures avant de commencer à l'utiliser. Et après, on va pouvoir commencer à utiliser cette potion. Et cette potion, on va pouvoir en boire, je vous en conseille d'en boire très peu, ou la placer sur des différentes parties du corps. Mais chose importante, et c'est pour ça qu'il faut très peu de quantité d'eau, c'est qu'il faut vraiment tout de suite la couper avec de l'alcool, autrement elle va périr très très vite. Voilà. Et donc il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup d'alcool parce qu'on est vite surpris, elles pourrissent très souvent les potions magiques. Donc il faut mettre minimum 60% d'alcool dans votre potion. Quand je vous dis alcool, je parle de quelque chose comme du whisky, de la vodka, du cognac, enfin des alcools forts. Si vous avez de l'alcool pur, je vois même pas où est-ce qu'on peut trouver ça, mais alors là, vous pouvez en mettre un peu moins. Le but, c'est d'avoir au moins 60% d'un équivalent comme du whisky. Et ne pas en boire trop pour ne pas être pompette, bien évidemment. Et bien sûr, et en boire très peu même. Voilà, même en dehors des problèmes de l'alcool, ça n'a aucun intérêt de vider la bouteille et d'en boire une grande quantité. Une goutte suffit. J'ai une question, Henri. À quel moment précis on peut faire ça? Par exemple, est-ce qu'il y a une heure précise, un jour Alors, complètement. Tout à fait. Le jour, bon, là, on est sur une potion très universelle, donc il n'y a pas de jour particulier. On ne va pas jouer avec les planètes ou des choses comme ça. Par contre, le moment est fondamental. Moi, je vous conseille de prendre une goutte juste avant de dormir. Parce que, c'est ce que je vous disais, la première chose la plus importante, c'est d'essayer de prendre contact avec l'entité de la plante que vous avez constituée. Et donc, plus vous allez créer un lien particulier avec elle, plus elle va être efficace avec vous. Et donc, une petite goutte dans un verre d'eau suffit largement, juste avant de vous coucher, pendant peut-être 2, 3, 4 jours d'affilée. Et puis après, par la suite, quand on aura quelque chose qui nécessite l'usage de cette potion, là, on pourra en prendre une goutte, peu importe l'heure et le moment. Par contre, pour la création de cette potion? Pour la création de cette potion, il n'y a pas de moment en particulier parce qu'on travaille avec une plante morte quand même. Là, je suis parti de base que vous allez acheter ça dans une herboristerie. Pareil, si vous êtes vraiment puriste et que vous avez l'occasion d'avoir des plantes que vous avez recueillies vous-même, la fleur, on va essayer de le travailler avant midi. La feuille, on va essayer de la travailler au zénith. Et puis la racine, on va essayer de la travailler de nuit. D'accord. Voilà. Mais bon, c'est vraiment si on veut aller encore plus loin. C'est pas forcément nécessaire. Et cette potion, vous allez aussi pouvoir l'utiliser sur des parties du corps. Je vous donne un exemple. Par exemple, avant un rituel, vous allez pouvoir vous en mettre un petit peu au creux des mains. Et en mettant au creux des mains, vous allez pouvoir faire une méditation avec cette potion et essayer d'entrer en contact avec elle. Et cette potion, quand vous allez fermer les yeux et que vous allez essayer d'entrer en contact avec elle, vous allez pouvoir lui demander d'avoir une action particulière à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous pour vous aider et vous servir. Et au fur et à mesure que vous allez tisser le lien, ça va marcher de mieux en mieux. Et écoute, on va se laisser pour une courte pause de publicité, puis on se retrouve pour la dernière partie de l'émission, Henri. À tout de suite. Un univers secret
et plein de magie. Bienvenue en Arcadie. Vous pouvez écouter nos anciennes émissions en replay sur l'application de Radio Arcadie. Le son magique d'Arcadie. Replay. Ça s'est passé sur Radio Arcadie. Eh bien, on se retrouve pour la dernière partie des mystères de l'initiation, Henri. Ça passe trop vite. C'est ça, le temps passe vraiment trop vite sur l'émission. Et justement, j'avais prévu de vous donner la recette d'un onguent qui, lui, avait pour but non pas la guérison, mais le développement des pouvoirs magiques et de la puissance magique dans le cadre de rituels ou de pratiques magiques. Là, ça va faire un peu trop juste pour en parler dans l'émission. Donc, cet élément-là, on va le transmettre avec Alina dans le groupe Facebook Les Mystères de l'Initiation, que vous pouvez retrouver sur Facebook, et qui sera aussi expliqué en live juste après l'émission sur Facebook, sur mon compte Henri Chemin. Voilà, et là maintenant on va s'intéresser à la mandragore. Et oui, ça y est. Alors, la mandragore, cette petite bébête, qu'est-ce qui se passe? Alors, la mandragore, elle est extrêmement intéressante. C'est une plante qui a mis en avant peut-être ce dont je vous ai parlé un peu plus tôt. La mandragore, on en parle vraiment comme d'une plante qui est vivante, qui a une personnalité, qui va prendre contact avec nous, nous parler, psychotrope. Enfin, il y a une imagerie autour de la mandragore qui est vraiment très importante, aussi sans doute par rapport à sa forme qui ressemble souvent à un personnage, quelqu'un, un homme, une femme, ou même plusieurs personnes parfois, voilà, avec ses racines qui descendent et qui font des jambes et des bras. Mais finalement, cet aspect de personnalité, on le retrouve dans toutes les plantes, pas seulement dans la mandragore. La particularité de la mandragore, c'est que c'est une plante qui est particulièrement lunaire, et donc qui du coup va avoir une émotion très forte. On va même parler parfois dans certains contes ou vieux ouvrages du fait que la mandragore tourmente. Voilà, elle a quand même une réputation un peu méchante, presque, cette mandragore. Et vous vous rappelez, je vous parlais tout à l'heure du fait que les plantes, quand on allait prendre contact avec elles, on pouvait être surpris qu'elles aient une petite personnalité, qu'elles soient pas là juste très gentiment à attendre qu'on les ait cueillies pour travailler avec nous. Non pas qu'elles soient méchantes, mais elles ont une personnalité, une individualisation. Et cette mandragore, elle est peut-être encore plus comme ça, caractérielle. Mais c'était aussi une grande accompagnatrice d'initiation. La mandragore, c'est celle qui va nous aider à développer nos dons, qui va faire sortir le poison, donc qui va faire sortir le mal. Alors la mandragore, je vous déconseillerais moi personnellement totalement d'en faire un usage interne ou externe d'ailleurs sur votre corps ou à l'intérieur de votre corps, puisqu'elle est très rapidement toxique, même si en réalité il est possible de la consommer, mais il faut vraiment être expert pour le faire, en herboristerie ou en pharmacopée. Et donc l'usage, on va en faire un complètement différent, puisqu'on va fabriquer une amulette mandragorique. Je vais vous expliquer comment on fait ça. Et cette plante, quand on va l'ingérer, quand certains vont vous conseiller de l'ingérer, et ben en fait elle va avoir pour effet de faire sortir les poisons. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle a été utilisée beaucoup pour faire sortir les poisons, pour faire sortir certains mâles, même physiques. Et donc ces maux physiques qui allaient sortir, comme le venin ou le poison, et ben on va avoir les mêmes au niveau spirituel et énergétique, ce qui veut dire que ça va faire sortir les poisons. Ça va par exemple être une très bonne alliée du désenvoûtement. Donc quand on a une énergie ou quelque chose de négatif qui est sur nous ou sur un lieu, la mandragore va le faire sortir. Voilà. On retrouve un petit peu l'angle du sulfure en homéopathie qui est très violent, entre guillemets, et à la fois très utile et qui va faire sortir les maladies à l'extérieur. Voilà. Et donc, du coup, cette mandragore, nous, bien sûr, comme Alina le disait, c'est très difficile de la cultiver. Si vous avez l'occasion, franchement, allez-y, c'est très amusant. Mais en tout cas, on en trouve très facilement de la sèche, la racine de mandragore sèche. Et cette racine de mandragore, on va pouvoir l'utiliser pour l'effet dont je vous parlais, c'est-à-dire de faire sortir quelque chose. Mais nous, on ne va pas s'intéresser à faire sortir les mauvaises énergies, des envoûtements, des choses comme ça. On va chercher à faire sortir notre véritable potentiel magique. D'accord ?
Un mandragore qui va avoir cet effet de mener vers l'extérieur les choses qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. On va en faire une amulette avec laquelle on va dormir et avec laquelle on va travailler pour la laisser agir et nous faire sortir nos dons, que ce soit de clairvoyance, de magnétisme, notre énergie, notre puissance magique, etc. Et donc pour ce faire, la première étape, c'est déjà de prendre un véritable contact avec cette plante qui est particulière. Et pour ce faire, on va traiter la chose de la façon suivante, c'est-à-dire que on va réduire une partie de la mandragore que l'on aura recueillie en poudre, et cette poudre, on va aller la mettre à part égale avec de l'argile qu'on aura humidifiée au préalable. Alors, cette argile, il faut l'humidifier très très peu, hein. Et on va essayer d'en former une espèce de petite boulette de cette argile à base de mandragore. Et l'intérêt de l'argile dans cette histoire, c'est que l'argile, ça va être une représentation de l'élémentaire. C'est quelque chose qui va aller venir agir sur les éléments les plus intérieurs. Et l'argile, d'ailleurs, a même un peu un effet semblable à la mandragore. Ça veut dire que quand vous allez vous mettre de l'argile, par exemple, sur une plaie ou sur quelque chose comme ça, ou même sur la plante des pieds ou sur la paume de la main, elle va venir pomper les toxines. Voilà. Donc elle a un peu le même effet que la mandragore de faire sortir. Voilà. Et donc on va former cette espèce de petite boule de mandragore et d'argile, et on va aller la placer dans un petit sachet de velours, un petit sachet de tissu. On peut même prendre un petit carré de tissu, la mettre dedans, et puis la fermer avec un filet. Et cette petite préparation, on va aller dormir avec longtemps. On va aller la constituer, cette boulette, et on va aller dormir avec toutes les nuits pendant 1 mois. Et la mandragore va avoir pour effet de faire sortir quelque chose de nous. Donc, il va y avoir un petit moment de purge, qui peut-être sera très légèrement désagréable, mais vous inquiétez pas, c'est pas non plus quelque chose d'horrible, dans le sens où on va peut-être avoir quelques cauchemars, des choses comme ça, mais c'est peut-être dans le bon sens, puisqu'on va simplement nettoyer un petit peu son monde émotionnel, son âme, et il y a des éléments qui vont se purger, qui vont peut-être clarifier notre chemin par la suite. Et à la suite de cette période où il va y avoir cette expulsion de cette purification, et ben la mandragore va commencer à venir nous enseigner. Et donc pendant les nuits, on va avoir des nuits un petit peu particulières pendant ces 30 jours avec cette boule de mandragore et d'argile. Et à la suite de cet usage, eh ben, on va pouvoir commencer à travailler avec. Quand on aura passé ces 30 jours et ces 30 nuits avec cette mandragore, sous notre matelas, oreiller ou sous notre sommier, peu importe, il n'y a pas besoin qu'elle soit directement dans le lit, eh ben, on va pouvoir commencer à travailler avec la mandragore elle-même, puisqu'on aura quand même déjà purifié, déjà créé une relation avec elle, et on va pouvoir aller constituer une amulette uniquement remplie de mandragore pure, donc non broyée, des morceaux de racines de mandragore, et dans cette amulette, on va venir joindre un talisman. Et sur ce talisman, en fait, on va tout simplement mettre nos informations personnelles comme un petit totem. Et donc, on va aller mettre notre véritable prénom, ou nos véritables prénoms, notre nom, notre date de naissance, notre lieu de naissance, notre heure de naissance, et on va aller mettre cette mandragore à l'intérieur de ce papier qu'on va refermer et qu'on va mettre à nouveau dans la petite poche. La boule d'argile et de mandragore, on va pouvoir la remettre en terre, la jeter. Donc idéalement, vous pouvez la jeter dans la nature. Ou alors, vu qu'il n'y a pas du tout d'éléments qui non biodégradables, vous pouvez l'acheter comme ça. Et cette nouvelle amulette que vous allez avoir faite, avec juste la plante et votre nom, vous allez cette fois-ci la garder pendant 30 jours et non plus 30 nuits. Donc l'idéal, c'est un peu compliqué, hein, mais vous allez essayer de la garder dans la poche, dans le sac à main, pour les femmes c'est peut-être plus facile, ou etc. Après 30 jours, je vous dis, c'est vraiment l'idéal de ce qu'on peut faire. Je pense qu'on peut se satisfaire de 10 jours pour et l'une et l'autre des étapes pour commencer à prendre contact avec la plante. À l'issue de ces 10 jours, on est resté avec la plante dans la poche tous les jours, et où la nuit, dès que le jour est couché, on va pouvoir la laisser en dehors de notre poche. C'est pas une catastrophe si vous oubliez un jour, n'ayez pas peur. Et ben, on va pouvoir commencer à travailler avec elle. Et donc, user de cette plante-là pendant des rituels, que ce soit des rituels du miroir qu'on a vu dans l'émission précédente, ou les rituels de l'Égypte, ou tout autre rituel encore. On va pouvoir garder la mandragore sur soi
et où elle va finalement, au fur et à mesure, créer un contact et une présence. Et c'est ça intéressant. C'est que à l'issue de ces 10 jours diurnes où vous avez eu la plante dans votre poche, vous allez pouvoir faire un travail, une méditation assez longue, avec une bougie, de l'encens, du calme autour de vous, et vous allez essayer de visualiser cette mandragore. Regardez des images de mandragore si ça peut vous inspirer avant cette méditation. Donc cette espèce de racine avec quelques feuilles au sommet, et cette mandragore, cette représentation qui va vous apparaître. Quand elle va vous apparaître, puisque vous allez chercher à l'imaginer, à lui dessiner un visage finalement, ben vous allez lui donner un nom à cette mandragore. Et cette mandragore, c'est celle qui vous accompagnera dans vos travaux. À partir du moment où vous l'avez véritablement bien vue et vous lui avez donné un nom, la mandragore que vous avez dans la poche, vous pouvez la jeter. Elle n'a plus d'importance. L'entité est là. Et cette entité à qui vous avez donné un nom, cette mandragore, donc vous allez pouvoir l'appeler, que ce soit dans un moment de détresse émotionnelle, psychologique, physique, ou je ne sais quoi, vous allez pouvoir l'appeler pour qu'elle vous aide. La particularité de la mandragore, c'est qu'elle est très puissante sur le point de vue égrégorique, que donc du coup, elle va venir vous aider et va venir agir. Il y a une énergie déjà suffisante pour s'écouler à l'intérieur d'un esprit individuel comme ça. Elle va pouvoir vous accompagner dans vos rituels, vos méditations et tous vos souhaits. C'est pour ça qu'on dit en fin de compte que cette plante, c'est quand même la plante la préférée des sorcières, puisqu'en fin de compte, c'est une plante qui accompagne au quotidien la sorcière dans sa pratique. Complètement. Et puis ça va bien un petit peu au monde des sorcières, dans l'imaginaire un petit peu qu'on a, parce que à la fois c'était celle qui aidait les sorcières, et ça aidait les sorcières aussi à tourmenter certaines personnes, hein, parce qu'il y a toute une culture de la mandragore assez maléfique où on l'utilisait pour tourmenter les gens. Et donc c'était vraiment son petit protecteur qui allait la protéger. Et si on se sent pas réellement à l'aise avec la mandragore, parce que c'est vrai que c'est compliqué quand même de la faire pousser, et si on se sent à l'aise par rapport à une autre plante, est-ce qu'on peut faire à peu près le même travail? Alors, ce travail-là, si vous le faites avec une autre plante, je pense que vous aurez très peu d'effet. La mandragore, elle a quelque chose de tout à fait particulier. Déjà, rien que égrégoriquement, comme je disais, elle a été énormément utilisée, elle a été beaucoup individualisée. Ce travail-là, moi, je vous le conseille uniquement avec la mandragore. Même si c'est pas une mandragore fraîche, hein. Après, le fait de prendre contact avec une plante, on peut le faire avec n'importe quelle plante. Et ce processus de le porter pendant la nuit, pendant le jour, etc., tout ça, on peut le faire avec une autre plante. Mais vraiment, la mandragore, c'est très particulier. Et les effets se font vraiment voir rapidement. Alors, tu vois, je t'écoute depuis le début de l'émission et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant et enrichissant parce que là, j'arrive vraiment à comprendre les raisons pour lesquelles la mandragore a vraiment cette image particulière pour la sorcière, quoi. Complètement. Et il y a encore tellement de choses à dire si on avait plus de temps. Mais parce que ce sera pour d'autres émissions. Tout à fait. On aura d'autres occasions. Oui, ne t'inquiète pas. Bah, écoute, je te remercie grandement. Alors, je sais pas, c'est peut-être d'autres éléments à rajouter avant qu'on se quitte, Henri? Oh bah écoute, j'ai l'impression d'avoir bien clôturé, ce que l'on peut dire. Juste que peut-être, moi je vous invite à vous intéresser aux ouvrages d'Hildegard von de Bingen, qui a écrit plein de livres sur l'herboristerie, les potions, etc. Et ça peut donner une bonne piste. En plus de ça, il y a plein de livres qui sortent en ce moment sur les potions magiques. D'accord. Et on te retrouve aussi d'ici quelques minutes à partir de midi sur Facebook Live, sur ton compte Henri Chemin. Pour avoir la recette notamment d'onguent. Tout à fait, la recette de l'onguent, puis on va prendre le temps de parler un peu et de répondre aux questions. Ok. Voilà. Eh bien écoute, je te souhaite un très très bon week-end. Je te souhaite également un très bon week-end à tous nos amis arcadiens arcadiennes. Et puis on se retrouve le samedi 26 octobre pour la suite des mystères, l'initiation sur une autre thématique. À bientôt à tous. Les mystères de l'initiation. Initiation. Le son magique d'Arcadie.